Bonjour à tous, bienvenue donc à notre événement de campagne. Je suis Hubert Maguin, le référent En Marche pour l'Amérique latine et les Caraïbes, et je suis ravi de vous retrouver pour notre premier événement de campagne interliste dans le cadre de la campagne des élections des Français de l'étranger, des conseillers des Français de l'étranger. Donc je vous rappelle que ces élections auront lieu le 29 mai sur le continent sud-américain, mais également du 21 au 26 mai par Internet, étant donné qu'on a la chance cette année de pouvoir voter en ligne pour ces élections. Et sur tout le continent sud-américain, des candidats En Marche se présentent à vos suffrages et ils vont se présenter à vous dans un instant. Les 7 têtes de liste En Marche sur le continent sud-américain sont présentes aujourd'hui et vont pouvoir échanger un petit peu avec vous. Mais avant ça, je voudrais passer la parole à nos invités parce qu'on a la chance aujourd'hui d'avoir deux invités qui nous ont fait l'honneur et le plaisir de venir nous apporter leur soutien et qui sont deux personnalités que personnellement j'admire beaucoup. Tout d'abord, Madame Elisabeth Moreno, ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. Bonjour Madame la ministre. Bonjour Hubert et bonjour à toutes et à tous. Si j'osais, je dirais é prazer estar convosco hoje. Muito obrigada pela convite. On a la chance d'avoir une ministre lusophone et également Madame Samantha Casbonne, députée des Français de l'étranger de la 5e circonscription des Français établis hors de France, donc l'Espagne, le Portugal, Monaco et Andorre, si j'ai bien révisé. Bonjour Madame la députée. Très bien révisé, Hubert. Très bien, merci pour votre accueil. Bonjour Madame la Ministre et bonjour à toutes et à tous. Ravie d'être avec vous et de voyager aussi à travers vous. Alors, moi, je ne vais pas relever le défi de Madame la Ministre. En tout cas, bravo pour votre accent. Donc, je vais rester au niveau du français parce que vous avez mis la barre très haute. Je suis ravie, Samantha, de partager ce panel avec vous. Bonjour. Merci Elisabeth. Alors, donc je voudrais, voilà, encore une fois, toutes les deux vous remercier d'être ici. C'est vraiment important pour nous d'avoir votre présence, qui plus est en un jeudi de l'Ascension ici sur le continent sud-américain. La plupart des gens travaillent, mais on sait que en France c'est un jour férié et on est d'autant plus sensible au fait que vous ayez répondu à notre invitation. Je voudrais commencer par un temps d'échange avec Madame la Ministre. Alors, je suis ravi, comme je disais, de vous avoir avec nous aujourd'hui et pour moi, ça fait beaucoup de sens de vous avoir parce que vous êtes une Française de l'étranger, vous êtes née au Cap-Vert et vous êtes d'ailleurs lusophone. Et je voudrais tout d'abord, pour commencer, qu'on revienne un petit peu sur votre parcours. Donc, vous êtes né à l'étranger, vous êtes ensuite venu en France, vous avez eu des études brillantes, un parcours professionnel brillant, vous avez une expérience professionnelle qui vous a mené sur tous les continents. Est-ce que vous pouvez brièvement, voilà, revenir un petit peu sur votre parcours et votre parcours de Française de l'étranger pour nous? Bien sûr, avec plaisir. Mais avant cela, je voudrais déjà saluer toutes les personnes qui sont présentes à cet échange. C'est un plaisir évidemment pour moi d'être avec vous à un moment aussi important. D'abord parce que je suis quelqu'un qui a toujours été engagé. Je n'ai jamais, avant que le président de la République ne m'invite à le rejoindre dans ce gouvernement, je n'avais jamais fait de politique de ma vie et je ne pensais pas que je ferais de la politique puisque j'ai passé les 30 dernières années de ma vie dans le monde de l'entreprise. Mais la vie a ses surprises et donc j'ai saisi celle-ci comme elle m'a été présentée. Je veux aussi vous dire que au moment où j'ai été nommée, au moment où Jean Castex m'a contacté. J'étais en Afrique du Sud et je n'en étais pas à ma première expérience. Avant cela, au Maroc, pendant 2 ans, beaucoup travaillé puisque j'étais en France. Avant cela, j'ai travaillé pour les Américains, donc je connais bien les États-Unis. Donc, je suis une Française de l'étranger, comme vous dites, et je veux saluer tous nos compatriotes, en particulier ceux qui sont au Brésil, parce que je sais que vous vivez des moments extrêmement difficiles avec cette pandémie, au-delà de l'environnement politique qui est
assez compliqué. Je sais que vous vivez des moments très compliqués, donc j'ai une pensée tout à fait. Quand on est à l'étranger, on est fier et heureux de se retrouver entre nous. On est d'ailleurs parfois plus fier d'être français à l'étranger que l'on est fier d'être en France. Je ne sais pas pourquoi, mais je dis toujours à nos compatriotes ici, mais vous ne vous rendez pas compte de la chance que nous avons de vivre dans un aussi beau pays, avec d'aussi belles temps, qu'on arrête un peu de faire ce French bashing. Vous transmettez notre culture, partagez ce que nous sommes, qui nous sommes, et rien que pour ça, vous avez également toute ma gratitude. Voilà ce que je voulais préciser, complètement atypique. Vous l'avez dit tout à l'heure, je suis née au Cap-Vert. C'est un archipel tellement petit que les géographes, parfois un peu distraits, oublient même de le dessiner sur la carte du monde. C'est un archipel de 10 petites îles avec 500 000 personnes. Il y a plus de Cap-Verdiens à l'extérieur de l'archipel qu'à l'intérieur. Je suis née dans une famille très, très, très modeste, pour ne pas dire pauvre. Mes deux parents sont illettrés et on est arrivé en France par les hasards de la vie, par les drames de la vie. Voilà, par les drames de la vie, je ne vais pas m'appesantir là-dessus. Et la France m'a adoptée et la France m'a tout donné. Je me suis accrochée à mes études comme une bouée dans l'océan, parce que je savais que je partais de pas grand-chose et qu'il fallait que je fasse tout ce que je peux pour aider ma famille. Donc, j'ai énormément étudié. Mes études m'ont porté haut, puisque j'ai réussi à créer ma propre entreprise. Ça a été ma première expérience entrepreneuriale, et c'est extraordinaire que d'entreprendre. Et puis, je vous dirai après la joie qui m'anime aujourd'hui, puisque hier nous étions à l'Assemblée nationale et que nous avons voté une loi qui, j'en suis sûre, va véritablement changer la vie des femmes, des Françaises, où qu'elles se trouvent, puisque c'est une loi sur l'émancipation économique. Et je suis, comme Gisèle Halimi, comme Simone de Beauvoir, convaincue que l'émancipation des femmes, la liberté des femmes passera par leur émancipation économique et professionnelle. Et donc, j'ai créé ma propre boîte dans un milieu hyper féminin qui s'appelle le BTP. J'ai eu une boîte dans l'isolation thermique où il y avait 95% d'hommes à l'époque. J'avais 23 ans et ça a été une expérience absolument extraordinaire, difficile, compliquée. J'ai dû me battre, vous imaginez, une femme de 23 ans, noire, dans un milieu hyper machiste, hyper sexiste, etc., etc. Mais je me suis accrochée et elle a très, très bien fonctionné. J'ai travaillé avec des grands groupes comme Bouygues, comme Alstom et des petites et de plus petites entreprises. Ensuite, j'ai rejoint, une dizaine d'années après, j'ai rejoint ma première grande entreprise technologique qui s'appelait à l'époque France Télécom. Et puis après, j'ai rejoint Dell, qui était à l'époque premier constructeur informatique mondial. Ensuite, j'ai rejoint Lenovo. Alors Dell, c'est une grosse boîte américaine, pour ceux d'entre vous qui ne connaissaient pas, qui était le premier constructeur informatique mondial à l'époque. Ensuite, après Dell, j'ai rejoint Lenovo, qui est devenu le premier grand groupe informatique au monde, parce que je voulais travailler. J'avais essayé un grand groupe français, j'avais essayé un grand groupe américain, je voulais essayer un grand groupe asiatique. Et puis après, je ne sais pas si on aura le temps de parler de ces expériences-là, mais ma dernière expérience, c'était avec HP. J'avais pas l'intention de quitter Lenovo, parce que moi, j'ai fait ma vie plus sur le sens, en donnant du sens à ce que je faisais, plus que par carrière professionnelle. Et donc, j'étais très bien chez Lenovo, tout se passait très bien, mais HP est venu me chercher de diriger le continent africain. Et l'un de mes rêves, c'était de retourner sur le continent pour donner ce que j'avais reçu, pour aider ce continent qui a un potentiel extraordinaire à se développer. Et donc, c'est comme ça que j'ai pris ma famille sous le bras et que je suis partie m'installer en Afrique du Sud pour diriger HP pour le continent africain et les territoires ultramarins. Donc voilà, je vais m'en arrêter là, parce que sinon je peux parler des heures et je vais vous laisser me poser les autres questions. Non, non, mais au contraire, on va revenir un peu sur ces différentes expériences. Mais alors, tout d'abord, aujourd'hui, vous avez
un portefeuille qui est ô combien travaillé dans plusieurs pays en développement. Quel est aujourd'hui votre point de vue sur le traitement de l'égalité homme-femme dans les pays en développement et comment est-ce que vous pensez quelle source d'inspiration ça pourrait être pour nous en Amérique latine? Alors, je crois pourtant qui existe dans le monde, c'est la discrimination de genre. Je crois que les femmes, bon, vous l'avez compris, je cumule plusieurs discriminations à moi toute seule. Hein. Je suis un symbole de discrimination condensé à moi toute seule. Femme, noire, atteinte d'un handicap. Enfin, j'ai vraiment tout porté et j'ai tout subi partout où je suis allée. Il ne faut pas laisser les gens dire que la France est plus discriminante qu'ailleurs parce que c'est pas vrai. C'est complètement faux. Nous avons nos propres sujets à traiter. Mais c'est injuste de dire que la France est l'un des pays les plus discriminants. C'est injuste de dire que la France pratique du racisme systémique et tout ce que vous avez pu entendre. Comme je vous le disais tout à l'heure, la discrimination de genre, c'est la première discrimination au monde parce que partout où que vous alliez, les femmes sont discriminées. Partout où vous allez, vous trouvez du sexisme. Partout où vous allez, vous trouvez des violences sexistes et sexuelles. Partout où vous allez, les femmes sont moins payées parce qu'elles sont femmes. Partout où vous allez, les femmes sont confrontées au plafond de verre parce qu'elles sont femmes. Partout où vous allez, les femmes subissent les jobs les plus précaires. Et on l'a vu pendant cette crise pandémique, les femmes ont été en première ligne parce que ce sont elles qui ont porté les métiers essentiels, hein, comme le soin, comme s'occuper des personnes âgées dans les EHPAD, comme s'occuper de l'éducation, s'occuper de la propreté, s'occuper de la distribution. Tous ces métiers-là, ce sont des métiers qui sont majoritairement portés par des femmes, mais les femmes sont là encore les premières face à la crise, parce que c'est les premières à perdre leur job, parce que c'est les premières à se retrouver à la maison pour s'occuper des enfants quand on travaille en remote, parce que c'est encore à elles qu'on demande à la fois de s'occuper des enfants, de s'occuper des tâches domestiques, de s'occuper du travail tout en même temps. Donc la charge mentale est absolument terrible. Donc moi j'ai une compassion et une énergie pour défendre les droits des femmes qui n'est pas née de mon arrivée dans ce gouvernement, mais qui est née de mon engagement dans la vie associative, parce que tout le monde connaît ma vie professionnelle, mais ça fait aussi 30 ans que je vis dans les associations pour mentorer, accompagner, coacher, développer les jeunes femmes, que je milite pour développer l'éducation. Voilà, je crois que les femmes, c'est la seule majorité au monde qui est traitée comme une minorité. Et ça, je suis incapable, enfin, si, je suis capable de l'expliquer, mais bon, il en est ainsi. Et je vous disais tout à l'heure que je suis très émue aujourd'hui parce que hier, à l'Assemblée nationale, Marie-Pierre Rixain et Christophe Castaner, qui est le président de la majorité, du groupe majoritaire, ont porté à l'Assemblée nationale une proposition de loi que je trouve historique, qui est une proposition de loi qui est là pour aider les femmes à s'émanciper économiquement, professionnellement, et qui touche pas seulement les femmes cadres dirigeantes, parce que l'article 7 de cet article est emblématique puisqu'il va forcer ce fameux plafond de verre et obliger les entreprises à avoir plus de 30% de femmes dans le comité de direction, dans les cadres dirigeants, parce que c'est pas normal qu'en 2021, en France, on n'ait qu'une seule femme qui dirige un grand groupe du CAC 40, alors que les femmes dirigent des États. Et l'Amérique latine est un exemple extraordinaire. Hein. Vous avez dans plusieurs pays d'Amérique latine des femmes qui ont dirigé des États. Les femmes dirigent des organisations internationales. Christine Lagarde en est un bel exemple. Et pourtant, en France, on n'a qu'une seule femme qui dirige un grand groupe du CAC 40 et on a 4 femmes au SBF 120. Donc pour moi, c'est une injustice, mais ça ne touche pas que ce cadre-là. Ça touche aussi les femmes qui sont sous emprise des violences intrafamiliales, les femmes qui travaillent mais qui ne peuvent pas toucher leur salaire parce que leur mari les fait verser sur leur compte en banque et qu'ils leur donnent que ce qu'ils veulent bien leur donner. Ça touche les femmes qui sortent de congé maternité et qui ont besoin
d'être formées pour reprendre un emploi. Ça touche les jeunes filles qui désertent les métiers des sciences, des technologies, de l'ingénierie, alors que ce sont les métiers où il y a le plus de potentialité, le plus d'opportunités. Et les filles ont déserté, par exemple, la tech, alors que les femmes étaient au début de la tech, mais qu'elles ont disparu. Donc, c'est vraiment une manière de donner aux femmes la place qu'elles méritent. Beaucoup de gens me disent, mais les quotas, c'est contre la méritocratie. Et je réponds que si les femmes avaient la place qu'elles méritent dans la société, dans le monde du travail, on n'aurait pas besoin de quotas. Mais on peut pas accepter qu'en France, il y ait moins de 30% de femmes qui atteignent ces positions-là, alors même qu'elles sont parfaitement formées, parfaitement capables et parfaitement compétentes. Donc voilà ce que je peux vous dire sur la situation des femmes. Je suis très fière de porter ce combat. Je sais qu'il y a beaucoup de Françaises à l'étranger qui ont réussi de manière magistrale et j'ai envie de vous dire, continuez de vous engager parce que je me réjouis de voir que nous avons de plus en plus d'hommes alliés dans cette bataille de l'égalité entre les femmes et les hommes, mais on n'en fera jamais assez. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la Ministre. J'ai cru voir une question sur les violences conjugales. Vous voulez que je dise un mot rapidement? Un grand plaisir, avec grand Oui, plaisir. je vais faire très vite, mais juste pour vous dire que lorsque le président de la République a décidé que l'égalité entre les femmes et les hommes serait la grande cause du quinquennat, Marlène Schiappa, qui m'a précédée, a pris ce sujet par le biais des violences conjugales parce qu'on ne peut pas parler d'égalité entre les femmes et les hommes si 220 000 femmes dans notre pays tous les ans subissent des violences absolument horribles et qui vont parfois jusqu'à la mort. Donc, il y a eu un Grenelle des violences conjugales qui a été mis en place en France. Donc, 46 mesures sont issues, des mesures qui vont des places d'hébergement d'urgence, aux bracelets anti-rapprochement, aux ordonnances de protection lorsque c'est nécessaire, au téléphone grave danger lorsque c'est nécessaire. Voilà, énormément de solutions concrètes et pratiques. La formation des magistrats, la formation des policiers et des gendarmes parce qu'on ne prend pas une plainte pour une violence conjugale comme on prend une plainte de vélo, de vol de vélo par exemple. On a énormément mis d'emphase sur la question de lutte contre les violences intrafamiliales, la prise en charge des enfants aussi, parce que quand un enfant vit dans un foyer où il y a des violences conjugales, eh bien, c'est toute une société qui va mal après parce que l'enfant a tendance à reproduire ces violences. Moi, je pense que ces questions de violence intrafamiliale sont des questions sociétales dont nous devons tous et toutes nous en saisir. Et j'en profite pour saluer l'engagement des associations qui font un travail remarquable. Et je salue, vous avez raison, la personne qui a fait une remarque sur la situation sanitaire. La situation sanitaire est dramatique et catastrophique pour tout le monde, y compris tout le monde, tout le monde. Et j'ai pas parlé des hommes qui peuvent parfois aussi être victimes de violences conjugales, mais cette bataille des violences intrafamiliales, elle concerne tout le monde et cette crise sanitaire touche tout le monde, mais on le voit encore, il y a des statistiques qui disent aujourd'hui que nous reculons potentiellement de 25 années sur les droits des femmes à cause de la crise sanitaire, parce qu'il y a davantage de mariages forcés, parce qu'il y a davantage d'excisions. Vous me posiez tout à l'heure la question de la manière dont je vois la situation des femmes dans les pays en voie de développement. Eh bien, elle est encore plus terrible parce que dans ces pays-là, les droits des femmes ne sont pas encore autant marqués dans le marbre que c'est le cas en France. Donc, vous êtes des exemples, vous les Français, vous les Françaises, portez haut et avec fierté votre émancipation, le droit des femmes, parce que vous inspirerez beaucoup de personnes qui se posent la question de pourquoi c'est encore nécessaire. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Et alors peut-être Est-ce que pour… vous me permettez de prendre juste une seconde la parole pour justement bien sûr, Madame la voir députée, un allez-y. petit peu avec Madame la Ministre ce que nous avons porté avec Amélia Lacrafi dans le cadre justement de ce Grenelle, puisque c'est vrai qu'on n'a pas encore eu le temps de faire un point sur cette situation avec vous, mais lorsque nous nous étions engagés pour les Français et les Françaises qui sont aussi victimes à l'étranger, il y avait parmi tous les points que nous avions particulièrement essayé de faire avancer, puisque vous parliez tout à l'heure, Elisabeth, de l'accueil
que l'on reçoit lorsque l'on est une femme victime ou un homme dans un commissariat. Et il en est de même parfois dans les consulats. Donc nous avions souhaité que le service en charge de la formation des personnels dans les consulats qui sont susceptibles d'accueillir ces appels téléphoniques puissent aussi avoir des formations dispensées par le ministère de l'Intérieur, puisque je crois qu'à l'époque, c'est ce que l'on m'avait donné comme information. Et nous nous étions engagés dans cette voie avec Nicole Belloubet. Et puis une deuxième chose aussi, qui était à l'époque à la justice, mais qui portait aussi en parallèle les mesures judiciaires. Et puis nous avions évoqué aussi le fait de pouvoir appeler de l'étranger sur un numéro susceptible d'être activé de l'étranger. Parce que souvent, on a des 08, mais nous sommes impuissants à pouvoir les utiliser, puisque un 08 ne fonctionne pas d'un téléphone étranger. Oui. Et en fait, c'était vraiment, et j'en profite vraiment pour peut-être remettre un petit peu ce sujet sur la table et puis vous en reparler ultérieurement. Mais je crois que c'est important que nous envoyions ces messages aussi à la communauté française qui vit hors de France, parce que autant moi je vis dans un pays où les droits des femmes en matière de violence conjugale sont quasi exemplaires, je dirais, parce que ce pays s'est vraiment emparé aussi de ce sujet, et d'ailleurs la France est aussi venue s'inspirer. Et donc, tout le monde n'ayant pas cette chance, il est vrai que dans certains pays, il serait bien, plutôt que se retourner parfois par manque de, peut-être répondant local, et bien de se retourner vers les consulats, mais avec, je dirais là aussi, des formations spécifiques pour recevoir ces appels et bien orienter ces femmes ou ces hommes, parfois aussi, qui peuvent être en situation de détresse, et aussi pour le retour aussi de leurs enfants. Parce qu'on m'a raconté lors d'auditions des situations où effectivement, lorsque c'est le père qui est violent, il gardait les passeports, et donc la femme ne pouvait pas rentrer et ne voulait surtout pas rentrer sans ses enfants. Et on se retrouvait dans des situations humaines, mais alors j'ai envie de dire, si elles sont déjà dramatiques en France, là, elles devenaient quasiment inextricables, et il ne restait souvent pas grand-chose à ces femmes, à part le désespoir devant elles. Et donc, voilà, je voulais vous rappeler, enfin, vous informer, pardon, plutôt peut-être que vous rappeler, puisque ce n'était pas vous à l'époque qui étiez en charge de cela, mais voilà ce que nous avons essayé de porter. Et alors, c'est vrai que ça paraît peu finalement par rapport à l'ampleur de la situation, mais ces deux sujets-là, déjà, je vous assure que nous avons frappé à plusieurs portes pour essayer de les faire entendre. Et c'est vrai, autant vous aviez raison de souligner l'importance des Français à l'étranger, de leur rayonnement, mais je peux en témoigner, étant parlementaire et devant parfois batailler encore plus que mes collègues pour nous faire entendre, parce que d'abord le nombre ne nous donne pas raison, et puis surtout, enfin le nombre de représentants, j'entends, et puis surtout aussi parce que comme on est loin, parfois beaucoup de nos collègues ou beaucoup peut-être de Français considèrent on est parti, on a fait choix, et en gros, voilà, pas qu'on se débrouille, mais en tout cas, il faut qu'on se fasse entendre un peu plus fort que les autres. Donc voilà, je voulais vous dire cela, Elisabeth, parce que c'est vrai que c'est un sujet, moi aussi, qui me tient à cœur, et je trouve que nous aurions un beau message à envoyer à nos compatriotes établis hors de France si nous atteignions ces objectifs, sachant que la DFAE, donc le service en charge de ce sujet, m'a quand même indiqué que les formations en ce moment étaient menées, et que bon voilà, il fallait continuer à les multiplier. Voilà, je cède la parole, mais je reprendrai peut-être aussi sur un point, pardon, avant de la céder totalement. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur les différents reculs du droit des femmes. Et il y en a un particulièrement que j'avais souligné d'ailleurs en présence de Jean-Michel Blanquer pendant le confinement. C'est moi qui ai animé beaucoup de webinaires justement sur l'éducation avec les Français de l'étranger. Force est de constater que bien souvent, pour ne pas dire à 90%, c'était les femmes qui restaient à la maison en plus de leur travail
en plus pour assurer, je dirais, l'accompagnement des élèves et c'est certainement encore le cas dans certains pays, des élèves, en plus de leur travail, le quotidien de l'enfant à la maison. Et j'ai rarement vu, pas de sexisme, c'est juste un fait, hein, d'hommes, en tout cas, prendre ce rôle en charge. Et du coup, je voulais juste aller dans votre sens, Elisabeth, pour dire que ça aussi, c'est une forme de recul parce que, là encore, la femme est considérée comme celle devant éduquer forcément les enfants, même quand les deux sont à la maison et les deux télétravaillent. Voilà, je tenais à ajouter cela. Alors, heureusement que les femmes ont aussi du caractère et peuvent aussi parfois et souvent, j'espère, se faire entendre, mais il est bon de rappeler quand même que l'éducation, eh bien, n'a pas forcément d'identité sexuelle et que les femmes n'ont pas plus de gènes que les hommes pour pouvoir assurer tout cela. Donc, je crois que voilà, c'était un petit rappel aussi pour dire que tous ceux qui ont vocation voilà, à rester à la maison, parce que je sais qu'en Amérique latine particulièrement, vous êtes sévèrement touchés, on l'abordera peut-être tout à l'heure, hein, sous l'angle de l'aide apportée par la France justement à nos écoles françaises et qui sera encore plus amplifiée pour l'Amérique du Sud qui souffre énormément. Eh bien donc voilà, ce petit rappel pour vous dire que voilà, messieurs, eh bien il faut aussi savoir épauler voilà dans ces moments-là vos compagnes et vos femmes si compagnes et familles. Merci Samantha. Je suis complètement d'accord avec vous. Madame la députée Lacrafi m'avait informé de toutes les actions que vous essayez de mener. Moi, je voudrais juste vous dire que quand je vivais au Maroc, par exemple, ou même quand je vivais en Afrique du Sud, il m'est arrivé de rencontrer des femmes, parce que souvent, encore à 80% des cas, hein, si ce n'est plus, ce sont les femmes qui accompagnent les maris dans les aventures d'expatriation. Parce que le mari a plus souvent une opportunité de carrière que les femmes. Et j'en rencontrais qui étaient parfois dans une très, très grande solitude, qui parfois étaient victimes de violences, mais qui se sentaient enfermées, qui se sentaient isolés et qui n'avaient pas de solution. Et c'est vrai qu'on en a discuté. On a une ligne nationale, évidemment, qui est le 3919, qui accueille la parole des femmes victimes de violences. On n'a pas encore réussi à trouver une solution pour les Françaises et les Français de l'étranger, mais je serais ravie qu'on puisse reprendre cette discussion si vous le souhaitez. Par rapport à l'éducation, moi, je vous le disais tout à l'heure, je trouve que c'est un magnifique cadeau que vous offrez à vos enfants que de leur donner la possibilité de vivre dans un pays autre que la France et de découvrir le monde différemment. Mais en même temps, le niveau de l'éducation française est très, très bonne. Je sais qu'il y a eu des questions comme ça sur ce sujet, des questions écrites. Je n'ai pas de réponse. Je ne vais pas parler à la place de Jean-Michel Blanquer, mais on a envie que nos enfants parlent français. La culture passe par l'éducation de l'école française. Moi, j'ai toujours mis mes filles dans des écoles internationales quand j'étais à l'étranger, mais dans des écoles internationales où le français était enseigné et où leur diplôme pouvait être reconnu, parce qu'à un moment donné, on a envie de rentrer chez nous et il faut garantir cela aussi. Donc, ce sont des sujets éminemment importants. Il est 18h32, mais comme on est très bavarde, Samantha et moi, je vais rester encore un peu si vous avez d'autres questions à me poser. Non, en fait, Madame la Ministre, je crois que vous avez déjà répondu à presque toutes les questions que j'avais dans ma liste. Peut-être juste un dernier mot pour conclure. Bon, on a parlé beaucoup voilà des enjeux de l'égalité des chances et de l'égalité homme-femme. Je voulais revenir sur votre parcours à l'étranger. Vous avez habité dans de nombreux pays, vous avez travaillé à l'étranger, vous avez vous-même été expatrié. Peut-être pour les personnes qui nous écoutent aujourd'hui et qui sont membres de ces communautés françaises qui interagissent avec la communauté française des pays dans lesquels ils sont. Quels étaient vos liens avec la communauté française quand vous habitiez à l'étranger, avec le consulat, avec les associations, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Bien sûr, avec plaisir. J'avais énormément de joie et de plaisir
à retrouver des membres de la communauté et je faisais partie des membres de la communauté française parce que vous savez, quand vous êtes loin, votre pays vous manque, vous avez envie de partager un bon verre de vin, un bon fromage, enfin, vous avez envie de vous retrouver, de retrouver un peu la France là où vous êtes. Mais je m'attachais aussi beaucoup à m'intégrer dans le pays où j'étais. C'est-à-dire que c'est très facile finalement quand on est français de l'étranger, que l'on soit en Asie, que l'on soit au Brésil ou que l'on soit aux États-Unis ou que l'on soit, c'est très facile de se retrouver dans un club entre Français et de créer une communauté de Français et de rester entre Français. Mais du coup, ça vous coupe aussi de la beauté, de l'expérience internationale que vous pouvez vivre. Moi, j'ai toujours été très attentive. Enfin, un week-end sur deux, on avait des activités qui étaient une fois avec la communauté française de là où on vivait et une fois avec le pays où on vivait. Parce que c'est quand même dommage d'aller à l'international et de ne pas créer des liens, des unions, des relations avec le pays où vous vous trouvez. Et ça, pour moi, c'était extrêmement important. Je me souviens, j'ai sillonné le Maroc en long, en large et en travers. J'ai sillonné l'Afrique du Sud en long, en large et en travers parce que je suis quelqu'un, j'ai la chance d'avoir une famille très curieuse et on allait toujours à la rencontre des gens dans des endroits totalement improbables. Et vous savez, finalement, les expériences professionnelles que j'ai eues à l'étranger, elles étaient riches parce qu'elles m'ont confrontée à moi-même. C'est-à-dire qu'elles m'ont montré mes propres limites, mes propres préjugés, mes propres questionnements. Parce qu'on est seul finalement quand on est à l'étranger. On ne parle pas toujours de ces moments de solitude parce que vous perdez vos repères. Vous devez réapprendre à parler une langue, vous devez réapprendre à vivre dans un environnement, vous devez réapprendre des codes. Vous êtes dans un environnement professionnel avec comment dire, voilà, votre travail est très important parce que souvent vous partez pour une question professionnelle, donc vous avez la pression du job, vous avez la pression familiale parce que vous embarquez votre famille. L'expatriation n'est pas qu'une expérience professionnelle, c'est aussi une expérience de vie. Moi, je l'ai toujours dit. C'est d'abord, même avant même de partir, vous ne pouvez pas décider si vous vivez en couple. Bon, quand vous avez une famille, c'est une expérience qui embarque toute votre famille. Il y en a qui doivent faire des sacrifices. En plus, moi, j'avais des ados. Elles m'ont pas parlé pendant 3 mois quand je leur ai dit qu'on allait aller s'installer à l'étranger parce qu'elles étaient à un âge où les amis étaient plus importants que la famille. Et j'ai entendu des noms d'oiseaux du style tu penses qu'à toi, il y en a que pour toi, etc., etc. Je l'ai entendu. Ça a été très difficile pour moi de demander à mon mari de quitter son job pour me suivre dans une aventure où on savait pas trop comment les choses allaient se passer et dans des pays pas faciles. Quand je suis allée en Afrique du Sud, ma famille et mes amis étaient très inquiets de savoir où j'allais vivre. Mais finalement, quand on fait ces choix-là, on doit les assumer pleinement. Donc, il faut aussi les vivre pleinement. Ce sont nos choix. Et ben, on va jusqu'au bout. On ne s'enferme pas, on reste pas entre nous. On va à la rencontre des gens et on se découvre en découvrant nos capacités professionnelles. Parce que moi, j'ai explosé professionnellement en quittant la France. Parce que quand vous êtes confronté à vous et que vous devez tout faire tout seul et que vous n'avez pas de parachute que vous avez, eh ben, vous découvrez que vous avez des ressources ignorées. Et donc, professionnellement, j'ai pris confiance en moi de manière extraordinaire et personnellement, j'ai énormément découvert sur moi et ça a soudé ma famille. Je ne vais pas vous mentir. Il y a eu des hauts et des bas. Dans mon couple, à un moment donné, je me suis dit, ça va exploser. Et ça a tenu. Et ça nous a renforcés encore. Donc, l'expatriation est une expérience profondément humaine et je vous encourage, et je sais que vous le faites, mais voilà, je vous le dis du fond du cœur, tirez-en le meilleur parce que c'est un moment de vie extraordinaire. Madame la ministre, merci beaucoup. On a déjà dépassé de 10 minutes le temps qu'on avait prévu que vous nous accordiez. Merci énormément pour votre disponibilité, pour vos conseils et votre parcours qui, je pense, nous a tous inspirés et pour votre énergie communicative. Je dirais, je vous retiens pas plus longtemps, mais encore vraiment un grand merci d'avoir été parmi nous pour cet événement. Ça a été un vrai plaisir pour moi d'être là avec vous et je ne peux pas partir sans vous dire
combien je me sens proche de vous, combien nous pensons à vous pendant cette période de pandémie tellement difficile. En France, on est tout juste en train de s'en sortir, mais je sais que dans certains autres pays, comme le Brésil par exemple, la situation est extrêmement compliquée et tendue. Et je veux vous dire que voilà, la maison vous tend les bras si vous avez envie de rentrer et que je vous restez ensemble. C'est comme ça encore qu'on est le plus fort et le plus soudé et vous faites notre fierté là-bas où que vous vous trouviez. Et je pense très fort à vous et ne lâchez pas votre engagement et continuez de voter parce que vous avez une voix, faites parler votre voix et dites ce que vous avez envie d'entendre. Et je peux vous dire que je ne me serais jamais, j'aurais jamais quitté le monde de l'entreprise pour rejoindre ce gouvernement si je ne pensais pas que la République en marche avec Emmanuel Macron en tête font ce qu'il faut pour notre pays aujourd'hui. Et finalement, c'est nous tous ensemble qui devons faire notre pays en ce moment. Et ce monde post-Covid aura besoin de tout le monde, toutes les femmes, tous les hommes, toutes les expériences, toutes les capacités, toutes les compétences. Et je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et à bientôt, j'espère. À bientôt, au revoir. Merci beaucoup, Madame la Au Ministre. revoir, Madame la Ministre. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.